Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. La Belgique est-elle en train de reprendre le contrôle de ses finances publiques ou simplement de repousser la facture? Cette semaine, la Cour des comptes a lancé un sérieux avertissement. Malgré les réformes de l'Arizona, le déficit pourrait encore déraper de plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années. Dans le même temps, le gouvernement assure que la situation reste sous contrôle et prépare déjà son prochain budget. Alors qu'y croire? Les experts sont-ils trop alarmistes? Les politiques trop optimistes? Et surtout, où trouver les 15 à 20 milliards d'euros qui pourraient encore manquer? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai invité l'économiste Philippe Ledan. Un échange sans langue de bois sur les finances publiques belges, les réformes qui n'aboutissent jamais et les risques qui attendent la Belgique si rien ne change. Bonjour Philippe Ledan. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir pour ce regard décalé parce qu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine en Belgique en termes de budget. Et ça me paraît quand même important qu'on puisse un peu décrypter tout ce qui s'est passé et essayer peut-être de mieux comprendre, avoir le regard d'un vrai économiste. Alors, les auditeurs l'auront probablement pas raté. La Cour des comptes a remis cette semaine un rapport cinglant. On parle de dérapage qui pourrait atteindre près de 12 milliards d'euros d'ici 2029. Alors ma question, est-ce qu'à ce stade, alors que le budget n'est pas pleinement appliqué, est-ce que c'est un signal d'alarme ou on est dans un fonctionnement normal de la politique budgétaire belge? Bah, disons qu'il est clair qu'il y a un consensus, entre, à la fois, les analyses de la Banque nationale, du Bureau du plan, du comité de monitoring, de la plupart des personnes qui suivent les finances publiques pour dire qu'effectivement, il y a des efforts qui ont été réalisés. Ça, je pense que personne ne doit le nier, mais c'est compte tenu de la dégradation, passée et future automatique liée au vieillissement, liée à l'augmentation des taux d'intérêt, les efforts qui ont été réalisés sont insuffisants et que, à politique inchangée, mais donc compte tenu des réformes qui ont été, menées, on se retrouverait, avec un déficit de l'ordre de 6 du PIB à l'horizon 2030. Et que finalement, dans un premier temps, à très court terme, les mesures qui ont été prises permettent à peine de stabiliser ce déficit aux alentours de 5. Et puis après, dans un deuxième temps, notamment compte tenu de mesures, d'allègements, fiscaux qui sont attendus, plutôt sur la fin de la législature, eh bien, on a une dégradation, une nouvelle dégradation. Donc je vais dire, il y a pas énormément de neuf, sur le constat. Attention, ce constat n'est certainement pas de dire que ce qui a été fait en termes de réforme ne sert à rien. La situation serait encore bien pire si les mesures qui ont été, prises n'avaient pas été prises, mais que fondamentalement, c'est insuffisant. Mais après ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, d'un côté, on a cette Cour des comptes, qui a quand même, qui reproche, au gouvernement d'être trop optimiste, d'avoir construit son budget sur des paris plutôt que sur des certitudes. Et en face, on a un Sami Madi, lui, il affirme, sans crainte que trouver 7 milliards d'euros, ce n'est pas particulièrement difficile. Alors lequel a raison? Oui, alors je pense que, tout le monde a, ses solutions pour trouver des milliards. La difficulté, c'est de trouver un consensus, entre différentes personnes qui chacune a ses propres, solutions et 2 arriver à un consensus qui soit également, accepté ou acceptable pour le grand public, hein. En fait, toute la difficulté est là. Pour le reste, certains diront: «Ben, il est très facile de trouver des milliards, il suffit d'augmenter les impôts sur les épaules les plus larges, reste à définir quelles sont ces épaules» et chacun en a sa propre, définition. D'autres diront qu'il est facile de trouver des moyens, il suffit, de réduire, certaines dépenses ou d'améliorer les dépenses de fonctionnement, de l'État. Heu et dans l'absolu, heu, on ne peut pas entièrement leur donner tort, hein. Dans l'absolu, effectivement, augmenter, largement certains impôts, rapporte. Dans l'absolu, réduire les dépenses, ça permet d'améliorer. Mais toute la difficulté, c'est est-ce que, on arrive à trouver un consensus
politique pour dire: «Ben voilà, c'est ça la mesure qu'on prend». Est-ce qu'on arrive à expliquer clairement à la population pourquoi telle ou telle mesure est prise et du coup, ça ne soulève pas, une opposition massive? Et 3, est-ce que les mesures qui sont décidées, n'ont pas d'effet retour trop négatif, hein? Puisque, on sait que toute une série de mesures qui peuvent être proposées peuvent avoir des effets pervers. C'est là la difficulté. Donc, oui, bien sûr, compte tenu des volumes qui sont dépensés, compte tenu de cette, heu, de des des 300-350 milliards d'euros qui qui arrivent dans les caisses de l'État et qui ensuite vont être dépensés pour couvrir les biens, les services publics, la redistribution, toutes les politiques qui sont menées, beh, évidemment, c'est une manne énorme sur laquelle, comptablement parlant, il n'est pas difficile de trouver 5 à 10 milliards. Mais arriver à ce que ces mesures fassent consensus, soient acceptables et n'aient pas d'effet pervers, c'est ça la partie difficile du job et c'est ça qu'on oublie souvent de dire. Oui, alors cette nuit, la loi programme a été, adoptée. On en parle déjà comme une étape, importante de l'assainissement, budgétaire. Bon, les syndicats, eux, beh, montent déjà au créneau. Ils dénoncent, entre autres, bah, la limitation de l'indexation, salariale. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu le sentiment que c'est une mesure qui est plutôt symbolique, hein, quand, un gouvernement cherche à économiser quelques centaines de millions alors qu'en fait, il manque plusieurs milliards. Bah, ça donne peut-être un peu l'impression qu'on tente de vider l'océan à la petite cuillère là, non? Oui, alors après un assainissement des finances publiques se fait toujours par l'accumulation de il y a les grosses réformes et puis il y a toute une série de mesures. Par contre, ce qu'il est clair, c'est que cette mesure de limitation de l'indexation apparaît plutôt comme une espèce de mesures prises dans l'urgence visant à faire des économies sur la dépense salariale au niveau des fonctionnaires, quel impact direct, le plus visible de la mesure sur les finances publiques. Et effectivement, là, on peut plutôt se demander si on n'a pas, enfin, on n'a pas ouvert, une boîte de Pandore qui ce qui crée toute une série de conséquences pour finalement une mesure d'épargne ou d'économie d'urgence. Sachant que, sur le fond, on l'a très bien vu et les syndicats ne sont pas contents de cette mesure, mais les employeurs ne sont pas contents. Donc ça veut dire que du côté des employeurs eux-mêmes considèrent que l'effet gain de compétitivité est extrêmement limité dans la forme que la mesure prend, pour le moment, au point qu'ils étaient et il faut encore le souligner, il y avait un accord entre les partenaires sociaux pour proposer autre chose en matière d'indexation, avec certes beaucoup moins d'impact budgétaire de très court terme, mais probablement avec un impact de long terme qui aurait été bénéfique pour l'économie, belge. Donc, moi, j'aurais tendance plutôt à critiquer le fait que là, on ait vraiment préféré l'économie de court terme à l'effet bénéfique de l'alternative qui était, une mesure plus bénéfique à long terme, en ce compris probablement pour la compétitivité ou les chocs de compétitivité, en cas de choc, sur les prix de l'énergie. Donc là, je dirais que favoriser ici cette rentrée ou cette économie de court terme par la non-indexation des salaires, de bon nombre de fonctionnaires, ce qu'on peut ou et de pensions les plus élevées, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un volet allocation sociale et pension au-dessus de 2 000 €. Hem, beh, voilà, c'est vrai que là, il y a un peu une incompréhension généralisée par rapport à ça, sachant par ailleurs que d'un point de vue, budgétaire, bah, il ne faut pas oublier que ceux qui regardent l'évolution des finances publiques la regardent à court terme, la regardent aussi à long terme. Donc il aurait quand même été possible d'expliquer que, se passer de cette économie de court terme, mais en mettant en place un mécanisme structurel une réforme profonde de l'indexation,
pouvait fondamentalement se justifier. Mais soit, voilà, c'est un choix politique. Bah, justement, ça tombe assez bien. Le gouvernement déclare qu'il voudrait désormais consulter davantage des experts indépendants pour préparer ses budgets. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un peu une forme d'aveu d'échec quand même? Oh, oui et non. Alors moi, je vais vous dire en toute franchise, j'y crois qu'à moitié, parce que les initiatives qui ont été menées jusqu'à présent, on en a 2 principalement. Rappelons-nous que sous le gouvernement Michel, il y avait une commission, présidée par Frank van den Broek par ailleurs, vice-présidée, par Jean Hendricks. C'était la fameuse, commission pour la réforme des pensions, un travail formidable qui avait été réalisé pour vraiment, proposer une réforme en profondeur structurelle, du système de pension, en Belgique, avec effectivement l'aide de tout un comité, avec des professeurs, des spécialistes des finances publiques, du calcul actuariel, tout ce que vous voulez. Et finalement, après le changement de majorité, cette proposition a simplement été mise à la poubelle. Deuxième exemple, n'oublions pas que sous la précédente législature, Van Petegem, qui était ministre des Finances à l'époque, a consulté les meilleurs professeurs en fiscalité pour une grande réforme de l'IPP. Les travaux étaient bien avancés, il y avait des lignes directrices qui avaient déjà été proposées par les experts. Donc encore une fois, il n'y a rien de neuf, ce sont des choses qui ont été proposées. Et puis là, beh, faute de consensus politique, beh, finalement, tout ça a également été jeté à la poubelle et même pas repris par l'actuelle majorité qui propose encore une fois pour proposer de nouvelles mesures lors du prochain contrôle budgétaire, puisqu'il va falloir proposer des nouvelles mesures. Et c'est encore une fois de consulter des experts. Mais à partir du moment où l'exercice d'arriver à un consensus politique pour faire passer la mesure, à partir du moment où cet exercice de consensus devient plus un exercice de négociation très dur, de «je te donne ceci pour peu que tu me redonnes cela», cet exercice a par nature tendance à dénaturer ce que les experts peuvent, proposer. Les experts vont généralement tenter de proposer un package équilibré. Si après coup, chacun va prendre ce qui l'intéresse et mettre de côté ce qui ne l'intéresse pas, ça dénature le travail qui a été réalisé au mieux et au pire, ça envoie, les conclusions, à la poubelle. Donc je suis très sceptique tant qu'au niveau politique, il n'y aura pas vraiment une prise de conscience que là, la situation des finances publiques nécessite vraiment de dépasser les clivages, de dépasser les demandes de sa base électorale. Il y a vraiment un enjeu beaucoup plus grand qui est de 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 d'assainir les finances publiques, de redonner beaucoup plus de clarté, d'efficience et de justice sociale dans le système, fiscal belge et que ces arguments, ces objectifs doivent vraiment dépasser les lignes politiques de chaque, parti. Tant qu'on n'aura pas atteint ce niveau-là, je crains que les travaux, d'experts qui ont déjà été consultés par le passé, resteront vains. Mais voilà, j'espère me tromper encore une fois, c'est juste un constat relatif à ce qu'on a pu vivre par le passé, et j'en ai donné les exemples. Ouais, tentons l'exercice quand même, hein. Imagine que je te donne les clés du budget, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Le gouvernement demande de trouver 15 milliards d'euros. Tu commences par où? Alors si j'avais la solution aussi simple que ça, probablement j'aurais une autre carrière. Donc la question est, difficile, mais je dirais que, pour dans la suite logique de ce que je viens de dire, s'il s'agit de trouver 15 milliards, fondamentalement, il faut accepter le principe qu'on n'arrivera plus à trouver 15 milliards en bougeant l'un ou l'autre curseur. Donc ça, c'est un premier constat, c'est d'accepter l'idée qu'on ne sait pas juste aller plus loin dans certaines mesures, doubler tel taux de taxation,
augmenter tel niveau, diminuer telle prestation, on n'arrivera plus à trouver 15 milliards socialement acceptables, politiquement acceptables, en bougeant les curseurs comme on l'a fait jusqu'à présent. Premier point. Donc, ça veut dire que la suite logique, c'est qu'on doit davantage travailler dans les réformes structurelles. Et les réformes structurelles demandent effectivement de jouer le jeu, de dire, voilà, on met en place une vraie commission qui s'attaque aux différents pans de du système, des finances publiques, donc c'est-à-dire, grosso modo, la fiscalité sur les particuliers, la fiscalité sur les entreprises et puis tout le volet efficience de la dépense, mmh? Et on essaye avec des experts de définir des lignes directrices qui ensuite seront suivies et où tous les partis de la majorité acceptent que ce sera très dur à accepter par rapport à leurs lignes politiques qu'ils ont pu défendre par le passé, mais que l'enjeu est celui-là. Et du coup, on est tout à fait d'accord que ceci prend du temps et donc que ça ne rapporte pas à court terme. Mais encore une fois, je pense même que du point de vue des créanciers de la Belgique, donc de ceux qui investissent dans la dette belge, voir que ce travail serait réalisé de manière sérieuse et avec un commitment du gouvernement d'implémenter des réformes structurelles qui seraient le fruit de ce travail, eh bien, ça primerait sur des mesures additionnelles de court terme qui finalement ne font que complexifier les finances publiques et qui ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Donc je pense qu'il y aurait même un vrai enjeu, une vraie carte de crédibilité à jouer, à mettre en place ce type de mesures. Et à ce moment-là, si on a un vrai travail de fond qui est fait de réformer et éventuellement de reprendre les travaux de ce qui avait été fait sous Van Petegem, ministre des Finances sous la précédente législature, de reprendre la réforme des pensions qui avait été proposée par la commission Van den Broek, Indrix, et d'avancer sur ces bases, un vrai commitment de mener les réformes structurelles, eh bien, à ce moment-là, peut-être enfin, certainement qu'on ne trouverait pas les 15 milliards ni pour 2026, peut-être même pas pour 2027, mais d'un autre côté, on aurait une capacité à remettre structurellement de l'ordre dans les finances publiques avec un horizon, par exemple, de 2028. Là, on commence à diminuer vraiment drastiquement le déficit grâce à ces réformes structurelles. En 2026-2027, on limite les dégâts en restant aux alentours de 4,8 ou 5 du PIB de déficit. Bon, ça nous laisserait à risque dans les 2 prochaines années au cas où il y aurait un gros stress global sur le marché obligataire, c'est vrai, mais d'un autre côté, on montrerait une très grande crédibilité à assainir structurellement les finances publiques. Et à ce moment-là, je pense qu'en s'attaquant à la fiscalité des personnes, ce qui n'implique pas nécessairement une hausse des taux de taxation. Il y aurait des taux de taxation qui augmenteraient, d'autres qui diminueraient. Il y aurait un élargissement de la base taxable. Il y aurait un retour de plus de justice fiscale par rapport à des niches. Du côté des dépenses, il y a très clairement un gros travail d'amélioration de l'efficience hein, de la dépense publique, parce que malheureusement aujourd'hui, pour faire des économies, on s'attaque trop souvent à la prestation, quelle sera la prestation sociale, prestation de pension. Il y a un gros travail et on l'entend beaucoup aujourd'hui avec ce travail vis-à-vis des soins de santé, des mutualités. Il y a un gros travail de gain d'efficacité parce qu'il faut le reconnaître, si effectivement aujourd'hui les moyens absorbés par toute une série de biens et de services publics sont plutôt dans le haut du panier des classements internationaux, l'output, la prestation au final, est loin d'être dans le haut des classements internationaux. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail d'efficience
à faire et de gain d'efficacité, ce qui est fondamentalement une bonne nouvelle. Parce que si nous avions un système de biens et de services publics qui, dans son fonctionnement, était déjà pleinement efficace et qu'au bout du compte, on se retrouverait malgré tout avec des gros déficits, alors on aurait un vrai problème parce que ça veut dire qu'on ne sait pas trouver comment améliorer l'efficacité et donc on ne peut que lever plus d'impôts ou diminuer la prestation. La Belgique, on a une chance de ce côté-là, c'est que tout le monde comprend bien qu'à cause d'une lasagne institutionnelle, à cause de mécanismes peut-être archaïques ou n'utilisant pas suffisamment les technologies d'aujourd'hui, on a un système qui est inefficient entre les moyens qui y sont mis et la prestation finale. Et donc là, ça veut dire que des 15 milliards ou des 11, 10 à 15 milliards qu'il y a à trouver de manière structurelle, il y a un travail qui peut être fait. Mais aujourd'hui, penser qu'on peut faire ce travail avec des mesures de court terme qui sont plutôt des mesures qui bougent les curseurs, c'est-à-dire bouger les taux de taxation ou bouger les prestations, je pense que là, il faut accepter l'idée qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Il faut s'attaquer vraiment au fonctionnement de cette machine biens et services publics. On n'y est pas encore et c'est vrai que, bah, voilà, on voit la Belgique, se noyer dans son déficit, année après année. Est-ce qu'à un moment, le pays pourrait être en danger? Est-ce qu'on pourrait connaître un jour une crise comparable à celle que la Grèce a connue? Alors, fondamentalement, non, parce que, il y a quand même une très grande différence par rapport à d'autres cas. Alors, de un, la Belgique a un tissu économique quand même plus dense, enfin, sur lequel il y a moyen de prélever davantage de moyens, hein. Donc, face à une urgence, euh, il y a plus le moyen de mettre un impôt d'urgence en Belgique qu'il n'y a dans d'autres pays. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais je dis simplement que pragmatiquement, face à une situation où les investisseurs étrangers mettraient en doute la stabilité de la dette, or il faut financer le déficit, hein. Il y a 30-35 milliards d'euros à financer des déficits. Donc la Belgique a plus la capacité de prendre des mesures d'urgence que d'autres pays, même si ce n'est pas des bonnes mesures. Deux, la Belgique a également une espèce de wild card, hein, du fait que on a un taux d'épargne qui reste dans la moyenne européenne. Et on l'a vu avec les emprunts le terme en 2012, avec le bon Van Petegem il n'y a pas si longtemps que ça, que si les investisseurs institutionnels se détournent de la dette belge, la Belgique a toujours, les gouvernements ont toujours la capacité d'activer l'épargne des Belges Mmh. ou de l'attirer. Je ne vais pas dire de l'activer parce qu'elle est active, hein, parce qu'elle est sur des comptes épargne qui servent à financer l'économie au travers de crédits bancaires, mais en proposant des taux plus élevés ou un abattement fiscal, ce dont le Belge est friand, on sait qu'il y a cette capacité à drainer de l'épargne pour financer de la dette belge. Le bon Van Petegem a attiré 20 milliards d'euros qui sont sortis massivement des comptes épargne, ce qui a des conséquences sur l'économie. En économie, on appelle ça un effet d'éviction, hein, c'est-à-dire que vous diminuez la capacité de financer l'économie par un autre moyen, mais si vous arrivez au moins à attirer des moyens, vous arrivez au moins à financer le déficit public. Donc oui, à la différence de la Grèce, la Belgique peut se passer des investisseurs institutionnels en attirant l'épargne privée. Ça aurait des conséquences négatives sur le financement des crédits hypothécaires, sur le financement des entreprises. Ça, c'est l'effet d'éviction. Mais ça nous écarterait d'un scénario à la grecque. Donc, on a quand même voilà, des capacités à ne pas se faire embarquer dans un tel scénario. On a par ailleurs démontré cette capacité par le passé. Je l'ai dit, l'emprunt le terme, le bon Van Petegem. L'emprunt le terme était par ailleurs en 2012 expressément fait pour ça, pour montrer au marché que en fait, on n'avait pas besoin d'eux.
hein. Et donc, encore une fois, ce ne sont pas des bonnes mesures parce qu'elles ont des conséquences négatives sur l'économie belge en matière de financement du reste de l'économie. Mais en cas d'urgence, très pragmatiquement, je ne peux pas dire autre chose que oui, l'État belge a cette capacité d'éviter un scénario à la grecque. Allez, une bonne nouvelle alors pour clôturer ce regard décalé. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Ledent, pour ce regard et ce décryptage de ce budget fédéral qui pose quand même beaucoup de questions. Merci. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt. Lab 9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.